Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le sujet de la paille de lavande organisé par Envirobat BDM avec le soutien de nos partenaires, l'ADEME et le Conseil régional PACA. Je suis Nicolas Guignard, directeur adjoint d'Envirobat BDM et référent pour notre groupe de travail Fibraterra. Fibraterra, c'est un groupe que nous animons depuis 2014 et qui vise à promouvoir les filières locales de matériaux bio et géosourcés. En 2023, dans le cadre de Fibraterra, nous avons commandité une étude sur le gisement régional de paille de céréales. Cette étude a été réalisée par Pierre Delot, du Champ des Artisans, et par Luc Fossac. Elle est disponible dans notre centre de ressources en ligne, l'Enviroboîte, et je pourrais vous partager le lien dans le fil de discussion. Dans la foulée de cette étude, il nous a semblé particulièrement intéressant de poursuivre ce travail avec la paille de lavande, que nous n'avions pas intégrée dans le périmètre de la première étude sur la paille de céréales. On sait tous que la lavande est une culture emblématique de la région PACA et depuis plusieurs années, nous avons des demandes régulières de la part de nos professionnels pour mieux connaître ce gisement et sa valorisation potentielle dans le milieu de la construction. Donc cette année, en 2024, nous avons accueilli Lisa Asté en stage donc au sein d'Envirobat BDM et c'est elle qui a piloté cette étude sur le gisement de paille de lavande. Elle a été appuyée par Pierre Delot qui avait donc travaillé sur la première étude et qui sera également présent au cours de ce webinaire. Donc je vais maintenant leur passer la parole pour qu'ils puissent vous présenter les résultats de ce travail. Lisa, je te passe la parole. Bonjour à tout le monde. Alors, on va vous présenter rapidement la paille de lavande et lavandin, les pratiques agricoles et valorisation dans le bâtiment. Alors, on s'est déjà présenté rapidement, mais bon, stagiaire, Envirobat depuis avril. J'ai fait une école d'ingénieur en énergie renouvelable et après, je me suis plus intéressée dans l'énergie du bâtiment, notamment biosourcée, construction de terre. Et ensuite, Pierre Delot, je ne sais pas si tu veux te présenter. Très rapidement, j'habite dans le Luberon, les champs de lavande sont pas très loin. Et puis sur le sujet, en fait, j'avais travaillé quand j'ai fait ma reconversion au parc du Luberon, où le sujet valorisation de la paille de lavande était déjà présent. Donc c'était il y a plus d'une décennie. Voilà, je referme. Donc voilà, je vais vous présenter un peu en trois parties cette étude. Donc en premier, voir un peu ce que c'est la paille de lavande lavandin, ce que c'est la plante, la quantité, les territoires de la vendiculture. Et ensuite, les deux prochaines parties sont d'une part sur les pratiques agricoles et d'une autre sur les pratiques constructives. Ces deux parties, elles ont été alimentées d'échanges avec des professionnels des deux secteurs. Donc en premier, on verra les pratiques plus de la vendiculture, donc la culture, les méthodes et les usages de cette paille de lavande et lavanda, pour ensuite passer du côté de la construction avec les caractéristiques de cette paille, les précautions d'emploi pour l'utiliser, retour d'expérience, ce qui s'est fait, les techniques utilisées. Donc voilà, on peut commencer par la paille de lavande et lavandin, notamment en commençant par la base, les plantes. On parle uniquement souvent de lavande et paille de lavande, mais il faut savoir qu'il existe deux plantes qui sont cultivées notamment en PACA. La première, c'est la lavande, et notamment l'espèce lavande fine, qui va, elle, pousser un peu plus en altitude. Elle est concernée par le label AOP. C'est une plante qui va vivre entre 8 et 12 ans, et donc qu'il faudra après, à partir à sa fin de vie, à déraciner et replanter. Le rendement de cette plante est environ de 10 à 12 kg d'essence par hectare, de kilos d'essence d'huile, enfin, d'huile essentielle par hectare, et va être plutôt destiné au secteur pharmaceutique, cosmétique, aromathérapie et la parfumerie fine. Quant au lavandin, lui, c'est une plante stérile, donc c'est un hybride qui va pousser qui a une plus grande
marge d'altitude, on va dire, un rendement supérieur. On est à 80 kg d'huile essentielle par hectare, à peu près la même espérance de vie, et va être plutôt destiné, l'huile essentielle produite va plutôt être destinée à la parfumerie industrielle, les lessives et nettoyants. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de cette paille, c'est que les tiges de la lavande et lavandin, ce sont des tiges plutôt pleines, carrées et rigides par rapport à la paille de blé, et donc offrent une différence. La paille de lavandin, on parle de quoi? Et de lavande, on parle de quoi quand on dit ça? Alors, on part des plantes, de la culture, que l'on va récolter grâce à des tracteurs et machines agricoles. On va couper environ, lorsque l'on récolte la lavande et lavandin, on va récolter environ 20 à 50 cm de tiges, en plus des fleurs qui sont au bout de tige. Ensuite, tout cela, on l'amène à la distillerie. Et donc, finalement, on récupère une paille distillée de lavande et lavanda. C'est une paille distillée. Est-ce que j'ai oublié un détail? Non. On passe au territoire et quantité. Dans le monde, à propos de la lavande en premier, il faut savoir que c'est la Bulgarie qui produit le plus de lavande. Vient ensuite la France, la Chine notamment qui souhaite augmenter sa production d'huile de lavande, et enfin l'Ukraine. Ces chiffres, j'ai oublié de les préciser, c'est en tonnes d'huile essentielle produite. Donc là, on parle uniquement de la lavande destinée à produire de l'huile essentielle. Pour le lavandin, on est la France qui produit le plus de lavandin dans le monde, suivi de l'Espagne. Ce sont des chiffres tout de même assez vieux, puisqu'ils datent de 2015, mais les tendances restent les mêmes. En France, là, ce sont des chiffres de 2022 de France Agrinaire, où on a pu réaliser des cartes par région. Là, on parle de surface de lavande en hectares, non pas de tonnes d'huile essentielle. Donc ici, ce sont des surfaces. La première carte à gauche, c'est la lavande. Donc on voit en réalité que c'est la région Haut-Rhin qui produit le plus de lavande. On est environ à 6700 et 6800. La région PACA n'est pas très loin derrière, environ 1000 hectares de différence. Pour le lavandin, là, ça sera la région PACA qui va produire le plus, avec tout de même une grande différence, puisqu'on est environ à 15 000 hectares de lavandin, comparé aux autres régions, et notamment la région Haut-Rhin, qui est à 6 700. Quand on zoome encore un peu plus, on arrive à la région PACA. Donc là aussi, ce sont des chiffres de 2022 de France Agrinaire. On obtient pour la lavande, donc environ dans les 2000 hectares au maximum sur les régions les plus colorées. Donc là, ce sont vers le plateau d'Albion. On voit que c'est quand même très zoné et dépend du territoire et notamment de l'altitude, comme on a vu pour la lavande. Pour le lavandin, donc là, on est plus au niveau de Valençol et on a des surfaces qui atteignent jusqu'à 6000 hectares par EPCI. Donc les deux cartes que je viens de vous montrer, c'est par EPCI, pas par commune, par sorte de regroupement de communes, on pourrait dire. Et donc voilà, on a pour ces deux cartes, on a des territoires précis qui vont être dédiés à la culture de lavande et lavandin, alors que une grande partie du reste de la région n'est pas concernée par la lavandiculture. En résumé, au total, on a 22 500 hectares de lavande et lavandin en 2022 dans la région PACA et environ 70% de lavandin, 30% de lavande. Voilà à peu près les chiffres. Au niveau du rendement en paille, donc c'est-à-dire combien un hectare produit de paille récoltée. Là, on a une différence entre les deux plantes parce que, comme on a dit, le lavandin a un rendement supérieur, la plante va être plus grosse, et il y aura plus de tiges et plus de fleurs. Et donc,
1 hectare de champ de lavandin donne 2,5 tonnes de matière sèche alors, pour le lavandin, alors une seule tonne de matière sèche pour la lavande. Dans ce chiffre, on a enlevé donc l'humidité qu'ont comprenaient les deux plantes. Cette humidité, elle est estimée entre 35 et 50% d'humidité, ce qui est assez conséquent, et donc on obtient ces chiffres. Ce sont des chiffres de France Agrainaire aussi 2022. En résumé, par rapport aux 22 500 hectares de lavande et lavandin de la région de PACA, on arrive à 40 à 50 000 tonnes de paille par an pour l'année 2022, et qui comprend 85% de ce lavandin. Oula, je vais y arriver, 85% de cette paille est du lavandin et le reste de la lavande. Voilà, on passe maintenant aux produits visés lors de la culture en fait, de lavande et lavandin. Donc on pense immédiatement à l'huile essentielle, qui est la plus grande, le produit le plus recherché par les lavandiculteurs et lavandicultrices. Il y a aussi d'autres productions, comme la fleur mondée, on appelle, que l'on va vendre en sachet ou même en vrac. Donc là, cette fleur, elle va aussi produire des pailles, c'est-à-dire que quand on va vouloir récolter du lavandin ou de la lavande pour produire ces fleurs, il y aura une production de paille associée. Alors que le bouquet, comme on le voit sur la droite, les pailles sont vendues avec le bouquet. Donc là, il n'y a pas de produit annexe, on pourrait dire, il n'y a pas de production de paille. Donc les deux pratiques qui vont nous intéresser pour la valorisation après de la paille, ce sont l'huile essentielle et la fleur mondée, le sachet. Il faut savoir aussi que pour le bouquet, on est sur des lavandes différentes qui vont rester bleues une fois séchées. Donc là, on a vraiment une espèce différente de lavande qu'on cultive exprès. Le marché actuel de la lavandiculture a eu quelques difficultés dans les dernières années. Donc là, c'est deux articles de 2024 et 2023 que j'ai pu trouver pour montrer un peu les difficultés, comme je viens de dire. En premier, la concurrence avec les pays étrangers, notamment pour la lavande et la Bulgarie, qui produit à bas coût sur le marché et fait baisser les prix de l'huile essentielle. Ensuite, il y a de nouveaux territoires français qui commencent à produire de la lavande et du lavandin. Ces territoires, ils ont des rendements supérieurs en fait, car donc c'est surtout du lavandin, ils vont avoir des sols plus riches et donc faire baisser aussi les coûts et augmenter l'offre sans que la demande ne bouge nécessairement. Ajouté à cela, il y a des maladies et des insectes qui peuvent toucher les pieds de lavande et lavandin. Il faut savoir que ceux qui sont le plus touchés par ces maladies et par l'arrivée de nouveaux territoires, ce sont les zones traditionnelles de la lavande, donc ceux qu'on a vus notamment en région PACA, qui vont avoir plus de difficultés et vont être aussi plus touchés par les insectes qui auront l'habitude de venir sur ces zones-là. Face à tout ça, maintenant on va passer du côté plus la récolte en soi. Comment ça se passe, comment on cultive ces plantes lavande et lavandin et comment on obtient cette paille à la fin. Il y a deux types de récoltes. Enfin, on les a séparés en deux catégories, la récolte traditionnelle de la non traditionnelle. La récolte traditionnelle, ça a environ moins de 10%, donc c'est assez faible en termes d'utilisation. Cette récolte traditionnelle, il y a la récolte gerbe et la récolte vrac. Donc elle se redivise en deux parties. La gerbe, c'est la première dont on va parler, celle sur la gauche, avec la photo et avec le tracteur au milieu, et les petits bouquets posés par terre. Donc cette récolte gerbe est en diminution.
De moins en moins de lavandiculteurs se tournent vers ce type de récolte. Euh, donc on voit en fait le lavandiculteur va passer dans les rangs, couper la lavande et directement la former. La machine va la former en sorte de bouquet qu'on appelle une gerbe et la laisser derrière le tracteur. Euh, Cette lavande va rester posée sur champ environ 2 à 3 jours pour qu'elle sèche. C'est l'étape de préfanage. On appelle cette étape le préfanage. Cette méthode est concernée par l'AOP et l'huile essentielle récoltée avec cette méthode peut être destinée à la parfumerie. Pour la deuxième récolte de la récolte traditionnelle, c'est la vrac. Elle aussi va passer entre les rangs. Elle ne va pas découper la paille en gerbe, en bouquet et la laisser poser sur champ comme la gerbe, mais va couper la lavande et lavandin avec la tige aussi et la mettre directement dans un caisson à l'arrière, qu'on voit à l'arrière du tracteur bleu. Une fois que ce sorte de caisson est plein, euh, il va être posé, le chargement, donc les pailles vont être posées sur une bâche pour qu'elle sèche, et elle va être étalée pour qu'elle sèche pendant 2 à 3 jours. Donc là aussi, c'est l'étape du préfanage avant de partir en distillerie. Euh, Également, cette huile issue de la récolte vrac pourra être à destination de la parfumerie et soumise à l'AOP. Ensuite, on peut parler des récoltes non traditionnelles, qui sont la plus grande partie des récoltes aujourd'hui, notamment la récolte vert broyé, qui est environ 85% de la récolte actuelle. Le verre broyé, on appelle ça broyé parce que lorsque l'on récolte la paille, euh, elle est immédiatement broyée par la machine qui va ensuite la projeter dans un caisson. Donc la paille sera broyée entre 5 et 20 cm, ça sera assez hétérogène, mais broyée, mis dans ce caisson. Et ce caisson va partir immédiatement à la distillerie, donc il n'y a pas d'étape de préfanage. Et la récolte espieur. La récolte espieur, c'est une méthode qui est assez récente, environ de 2015, donc elle en est à ses débuts. C'est une récolte qui va être différente des 3 autres que je viens de vous présenter parce que là, seulement les fleurs, donc le haut de la tige, comme on voit sur la photo, va être récolté et va être projeté dans le caisson à l'arrière du tracteur. C'est-à-dire que cette machine va faire une séparation entre les fleurs et la tige. Les fleurs vont partir dans le caisson à l'arrière et les tiges vont être coupées. Elles ne vont pas être laissées sur les plants, elles vont être coupées et projetées dans le rang entre les deux rangées de lavande. Vous voyez un terrain de terre. Les pailles vont être projetées dans cette direction. Donc elles ne sont pas récupérables. Donc tout ce qui est récolte espieur, les pailles sont laissées sur champ directement. Une fois le caisson rempli, donc uniquement de fleurs, tout cela va partir à la distillation. Il n'y a pas d'étape de préfanage. Donc on a dans un caisson uniquement les fleurs, donc on va avoir une diminution du transport, puisqu'on n'aura pas tout ce qui est la partie tige dans ce caisson. Et donc on a également une récolte qui est plus lente, environ 2 km/h, par 2 km/h pour cette machine. Cette machine, elle peut être, je ne l'ai pas précisé, elle peut être l'huile issue de la récolte espieur peut être à destination de la parfumerie. C'est seulement la récolte vert broyé, en fait, la méthode de Gush, qui va plutôt être à destination de parfumerie industrielle, car en réalité, comme il n'y a pas eu d'étape de préfanage et que les pailles sont, on va dire, vertes, directement amenées en distillerie, il va y avoir dans l'huile essentielle issue de cette récolte des molécules non désirables pour la parfumerie fine qui peuvent, voilà, donc juste pour dire que cette récolte n'est pas forcément destinée à la parfumerie fine. Passons. Donc là, on a vu un peu différentes étapes.
je vous ai parlé de l'étape du pré-fanage, donc du séchage après récolte et avant distillation. Cette étape, elle est déterminante pour la qualité de l'huile, c'est-à-dire que justement, elle va enlever ce côté vert à la plante. Et elle est aussi déterminante pour l'humidité de la paille en sortie de la distillation. C'est-à-dire qu'une fois sortie, la paille sera moins humide si elle a subi une étape du préfanage. Deuxième étape cruciale, c'est le broyage de la paille. Comme je vous l'ai dit dans le verre broyer, il y a une étape de broyage lors de la récolte même sur la machine. Lorsque la paille est broyée, en sortie de distillerie, elle va garder plus d'humidité, elle va avoir tendance à moins sécher. Et donc, les types de récoltes qui ne subissent pas un broyage sortent moins humides que la verre broyée. On pense maintenant au côté distillation. Rapidement, il existe deux méthodes de distillation. La distillation cuve. Donc là, on peut voir sur le schéma, la partie rose, c'est là où on insère les pailles donc tiges et fleurs. On met dans cette cuve, on fait passer de la vapeur d'eau, donc soit générée par une combustion, ça chauffe l'eau, on obtient de la vapeur, soit il n'y a pas de combustion, mais c'est une chaudière génératrice de vapeur qui passe par le lavandin, la lavande et lavandin, cette vapeur va passer dans un circuit de refroidissement pour retransformer cette vapeur en liquide et on obtiendra à la fin d'un côté de l'hydrolat, donc eau et un peu d'huile essentielle et ensuite de l'essence pure. Donc c'est une distillation qui peut être un peu lente et destinée souvent aux récoltes traditionnelles, mais pas que. Et ensuite, distillation caisson. Donc là, je vous ai parlé du verre broyé de l'espueur qui récolte directement dans des caissons. Ces caissons, ils sont là en fait. C'est la partie carrée au milieu du schéma. En fait, ces caissons, on les branche directement à la génératrice de vapeur. Donc on amène le caisson, on le branche à la chaudière qui fait passer de la vapeur d'eau dans le caisson. Et même circuit, refroidissement, décantation, et on a l'huile essentielle. Donc là, c'est souvent une distillation immédiate et rapide. Donc tout ça, ce sont ce que je vous ai présenté en type de récolte et en type de distillation, ce sont les grandes lignes, ce qui se fait, ce qu'on a retrouvé le plus, mais il y a des méthodes alternatives dans la récolte et des méthodes alternatives dans la distillation. Donc déjà qu'il y a beaucoup de méthodes que je vous ai présentées ici, on en a aussi recensé d'autres différentes. On a une petite musique sympathique. On passe aux usages des pailles. Une fois que la distillation est finie, les lavandiculteurs et lavandicultrices récupèrent les pailles issues de la distillation. Donc ils récupèrent l'huile et les pailles également. Il y a plusieurs usages ensuite de ces pailles, notamment le premier, ça va être l'amendement. Donc l'amendement des sols, c'est un amendement organique. Ils utilisent ces pailles pour amender le sol, mais souvent, ils ne les utilisent pas directement, il faut les composter en fait. Il faut les composter pendant une année, voire jusqu'à 5 années. On a trouvé des personnes qui vont jusqu'à attendre 5 ans pour utiliser un compost, pour utiliser des pailles très compostées en fait. Pour le compost, il faut retourner, donc ils le mettent en bout de champ, en sorte de gros tas, il faut le retourner 1 à 2 fois par an, et ensuite l'utiliser dans les champs en hiver. Il faut savoir que la paille de lavandin, c'est pas le meilleur, est une paille qui composte assez mal, car a beaucoup de silice. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut attendre un petit moment avant de réussir à avoir un compost de qualité. Il y a d'autres usages de cette paille, dont les 2 photos ne sont pas des pailles de lavande, ce sont des images. Je n'ai pas trouvé de paille de lavande. Mais voilà, c'est des exemples où ce sont quand même des niches. Ce n'est pas la grande majorité des pailles ne va pas pour le paillage et la litière animale. Ce sont souvent des essais ou alors des dons de lavandiculteur et lavandicultrice pour le potager, pour la ferme, pour les fermes alentours.
Autre que le paillage et litière, là j'ai mis deux exemples, mais il y a aussi les essais en bas de la page, les bougies de verger, un fumoir pour les abeilles, il y a eu un essai de méthanisation, mais on n'a pas trop de nouvelles, des essais pour les bûchettes, etc. Et ensuite, la dernière valorisation qui nous intéresse, c'est la paille pour la construction. La paille pour la construction, c'est aujourd'hui une niche, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui peu utilisé. Ça, c'est fait, on en a trouvé et on est justement allé les chercher pour avoir un peu leur retour, mais ce n'est pas généralisé. En premier, lorsque l'on veut utiliser des pailles pour la construction, il faut choisir ou alors il faut savoir ce qu'on va avoir comme paille. Euh, on peut avoir de la paille distillée, comme je vous ai présenté, celle qui a subi les différentes étapes de la distillation, qui ressort humide. Donc cette paille a servi à produire de l'huile essentielle et est souvent servie par les autres usages dont je vous ai parlé. Mais on a aussi le choix d'une paille non distillée, qui va être beaucoup moins courante. Cette paille non distillée, elle vient de la production des fleurs mondées, donc des petits sachets de fleurs vrac que je vous ai montré au tout début. Euh, je n'ai pas trop parlé du processus pour obtenir cette paille non distillée, mais qui est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on ne passe pas par la case distillation et on obtient directement des pailles sèches. Donc, ces deux types de paille sont utilisables, mais elles nécessitent des traitements différents, puisqu'en effet, on a quand même deux types très différents de paille. Pour ces deux pailles, il faut faire tout de même attention à la saisonnalité, c'est-à-dire que les lavandiculteurs, lavandicultrices vont récolter de mi-juillet à mi-août, et donc il faut se rendre disponible au moment où, par exemple, la paille sort de la distillation ou au moment où le lavandiculteur vend sa paille sèche. Donc, une fois on sait quelle paille on a, si cette paille est distillée, donc humide, comme on le voit sur la photo, il faut déjà la réceptionner le plus tôt possible pour éviter qu'elle ne fermente en partie. Déjà, il ne faut pas on ne peut pas prendre tout le tas, c'est-à-dire qu'il faut faire une étape de tri. Déjà voir avec le lavandiculteur, la lavandicultrice, c'est qui est disponible, c'est qui est faisable, voir avec la personne. Il y a une étape de tri ensuite pour sélectionner la partie la moins abîmée. Souvent, on conseille de prendre sur le dessus, c'est la paille qui va sécher le plus. Mais si on récupère la paille très vite, toute la paille sera homogène. Donc, une fois ce tri fait, il faut sécher la paille. Pour la sécher, c'est du bon sens. Il faut l'étendre sur le sol en fine couche, la retourner. Elle peut sécher en 2 et 3 jours s'il fait beau, faire attention qu'il ne pleuve pas. Enfin voilà, des éléments simples. Éviter la montée en température et donc forcément la fermentation de la paille si en fait elle est mal séchée, cela peut se produire. Il faut savoir que la paille issue de verre broyé, que je vous ai présenté, est donc broyée, donc plus humide, comme je vous ai dit. On passe ensuite, une fois le séchage bien fait, tout s'est bien passé, on passe au stockage et transport. Donc là aussi, ce sont des étapes à prendre en compte que le lavandiculteur, lavandicultrice ne peut pas forcément faire, n'a pas le matériel ni le temps. Et donc là, on doit se débrouiller pour trouver un endroit de stockage, sachant que si on la botelle ou si on l'achète bottelée, elle prendra moins de place, sera plus facile à transporter. Si elle est broyée, elle passera plus facilement dans des big bags. Donc c'est un peu à voir avec le matériel, le temps et l'argent disponible. Mais ce sont des choses à prendre en compte, bien évidemment. On a fini sur la partie agricole. On passe maintenant plus au niveau de la construction. Utiliser cette paille, pourquoi et quelles sont un peu ses caractéristiques. Bon, il faut dire qu'il y a peu de tests sur la conductivité thermique, sur des données physiques de la paille de lavande. On a pris quand même des données de référence, sachant qu'à l'avenir, ce serait pas mal d'avoir des données testées en laboratoire. C'est marqué que l'huile,
dans la paille de lavande une fois, et lavande une fois distillée, contient encore un peu d'huile essentielle, qui est notamment un bon répulsif à rongeurs et insectes. On a parlé de sa forte teneur en silice qui la rend rigide. Et ensuite, protection incendie. De même, il faut faire comme la paille de blé, prendre ses précautions. Comment, pour obtenir de la paille, on a deux grands choix. Soit on aimerait avoir de la paille en vrac, donc non bottelée, comme on voit sur l'image à gauche. Cette paille, elle va être plus facilement accessible, car il faut aller démarcher en fait un lavandiculteur, une lavandicultrice, pour prendre une partie de sa paille. Ça veut dire qu'il faudra s'occuper du tri, s'occuper du stockage, du transport, mais souvent cela va se faire plus facilement que trouver un lavandiculteur qui bottelle. Et pour la partie botte, en fait, il faut aller vers des vendeurs identifiés, parce que sinon les lavandiculteurs et lavandicultrices ne pourront pas en fait juste botteler pour une personne une fois, ou avec plus de difficultés. Donc il y a un peu de choix, et prendre en compte que les deux choix n'impliquent pas les mêmes choses. Voilà, on a échangé plutôt avec 3 lavandiculteurs qui vendent des bottes. Donc rapidement, par exemple, la botte qu'on voit depuis le début, qui est en photo là, c'est la botte de la lavanderie des Hautes-Baronnies. Donc qui est une grande botte qui est dense. Et donc les personnes, il faut souvent les contacter assez tôt, en mai-juin, pour voir avec eux, s'organiser pour le prix, pour la réception, le transport des bottes qui seront disponibles mi-août. Et ensuite, 2 autres bottes qui sont, il y en a une qui est moyenne densité, plutôt légère, et une très légère. Les précautions d'emploi par rapport à la paille de lavande, il y en a. On a déjà cité le séchage, que j'ai pas remis ici, le séchage, stockage, transport. Mais il y a aussi le fait que c'est une paille rigide, je vous l'ai dit depuis le début. Ça implique différents points. En premier, c'est-à-dire que le bottelage et le broyage va être un peu plus compliqué. Le bottelage notamment pour reformer si on veut utiliser cette botte dans une structure bois, donc dans la construction, pour reformer une botte, qu'elle soit bien carrée, cela peut être un peu plus compliqué. Le broyage, des, des constructeurs ou constructrices nous ont conseillé, par exemple, de broyer par le dessus, donc de faire passer le broyeur sur la paille plutôt que de bourrer, puisque la paille va être quand même compliquée un peu plus compliqué à broyer. Il peut y avoir des risques de blessure, il faut faire attention, une paille un peu rigide. Mais par exemple, un des avantages, c'est qu'il y a moins de tassement dans le temps. Il n'y a pas l'effet ressort qu'on peut avoir un peu avec d'autres types de paille. Voilà. Ensuite, passons au tanin. C'est une paille qui peut faire ressortir les tanins lorsqu'elle est mise en voie humide. Donc, par exemple, lorsqu'elle est mise dans un enduit chaud, paille de lavande, il va y avoir un transfert à la surface, et on peut voir des taches apparaître. Donc, ces tanins, ça n'a pas été le cas de tous les constructeurs. Certains en ont fait l'expérience alors que d'autres non. C'est assez. Ça dépend un peu de la paille, de l'humidité. Aussi, on a remarqué que ceux qui utilisaient de la chaux étaient plus soumis à des tâches que ceux qui utilisaient de la terre, mais cela peut dépendre et il faut faire des tests. Et enfin, la poussière. Il est dit que la paille de lavandin peut produire de la poussière, d'autant plus qu'elle est distillée. Donc, il est conseillé d'utiliser des protections, et son odeur peut prendre la tête à certaines personnes. Il est conseillé aussi d'aérer ou d'être vigilant. Maintenant, on passe au retour d'expérience des différentes techniques utilisées. Là, je vais vous présenter les voies sèches. Donc, on en a présenté le remplissage vrac,
qui est pour certains la plus simple parce que facile à mettre en œuvre et économe en matériaux. Mais il y a aussi le remplissage de bottes de paille. On a une ou deux photos. Donc là, c'est le chantier dans le Rhône de constructeur qui a rénové sa toiture, qui a refait sa toiture et qui a isolé en paille de lavande qu'il a préalablement broyée. Donc cette paille de lavande et lavanda, c'est un mélange. Non, c'était que de lavanda. Elle n'est pas issue de distillation, elle provient de la production de fleurs mondées, donc des petits sachets que je vous ai montrés. Donc cette paille a été broyée, ensuite amenée en big bag avec une grue sur le dessus du toit et répandue dans le toit par le dessus et tassée manuellement. Je pense que j'ai une autre photo. Voilà un peu comment ça s'est passé. La personne était très satisfaite et son chantier s'est bien passé. Là, on a un autre chantier à Benalezal où on a un remplissage de bottes de paille dans une structure bois. Donc là, les bottes de paille, on voit un peu un interstice, donc ça peut être un peu plus compliqué à gérer, mais faisable. On passe à la voie humide. On en a listé ici 4. On dit mortier, on a dit quenouille et béton allégé, mais on a que 2 exemples. En premier, le béton allégé, qui est ici une photo de l'intérieur du CRIEPAM, donc le centre de recherche pour les plantes à parfum médicinales de la région PACA. Donc là, on voit les différentes couches en fait de béton à base de paille à base de paille de lavande et qui a été tassé donc petit à petit en montant le mur. Et enfin, on a l'expérience de Paillon, donc un constructeur en paille, blé et lavande. Ici, c'est des quenouilles, donc à gauche, on voit des sortes de briques en fait assez légères d'un mélange de paille de lavande et de paille et de barbotine, donc un mélange assez liquide d'eau et de terre, qu'ils ont fait préalablement, qu'ils ont séché et ensuite inséré dans le plancher entre les deux bois, les deux, voilà, et qu'ils ont recouvert d'une dalle de terre. Voilà. Et ça, en réalité, ce chantier, c'est pour un local maraîcher, donc ce n'est pas chauffé. Et on va finir par les retours d'expérience, dans les contacts des professionnels qui ont construit avec de la paille, de lavande et lavandin. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de leur avis ou si vous avez besoin. Voilà. Et on finit là-dessus sur un ordre de grandeur à peu près pour isoler les murs d'une maison, donc seulement les murs, 200 mètres carrés. Il faudrait 3 à 4 tonnes de paille de lavande et lavandin, ce qui correspond à environ à 1 à 2 hectares de lavandin. Donc voilà, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, c'est enfin, en tête une idée, quoi. Je pense qu'on finit là-dessus. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette paille de lavande et lavandin, elle n'est pas récupérable entièrement. Le France Agrimaire préconise de laisser 50% au moins pour l'amendement organique des sols, pour la lavandiculture. En fait. Enfin, l'amendement organique des sols, pas forcément pour la lavandiculture, mais pour le retour au sol de manière générale. Cette paille pour la construction, elle n'est pas soumise, elle n'a pas de règles professionnelles contrairement à la paille de blé. Il y a des précautions d'emploi que j'ai citées à prendre en compte, et notamment une saisonnalité
qu'il faut intégrer dans le planning du chantier. Et enfin, on pourrait dire que c'est compliqué d'organiser une filière régionale sur une ressource euh, qui peut être dispersée pas en grande quantité, mais que c'est cohérent et ce serait intéressant à développer à l'échelle locale et développer le lien entre les lavandiculteurs et lavandicultrices et le monde de la construction. Donc voilà, je finis là-dessus et si vous avez des questions, tirez-moi, nous sommes là. Merci beaucoup, Lisa, et bravo pour cette présentation, parce que ce n'est pas un exercice facile hein, de présenter un webinaire. Donc, vraiment, merci pour cette présentation extrêmement claire. Est-ce que, avant de traiter les questions, Pierre, tu souhaites ajouter des compléments? Il y a déjà eu pas mal de discussions en parallèle dans le chat. C'est ça, il y a un monde parallèle dans le chat et on reprendra les questions hein, que tout le monde puisse bénéficier des réponses. Oui, est-ce que peut-être, il me semble, Lisa, je suis pas sûr que tu as parlé de la période de récolte de la lavande. J'ai dit mi-juillet, Tu as mi-août. abordé. Voilà. Donc c'est une période estivale et donc la paille en sortie de distillation, ben, à la fois elle bénéficie d'un environnement chaud et sec et pas de pluie, ou alors très très rare. Généralement, elle n'a pas du tout. Donc elle peut sécher très rapidement. Par contre, bah, elle est chaude et humide et bah, si on la met dans un environnement chaud, c'est là aussi elle peut fermenter plus rapidement. Donc il faut intervenir très rapidement sur les pailles distillées, surtout en verre broyé, hein. Les pailles qui ne sont pas distillées enfin les pailles distillées, mais avec une autre technique de récolte que le verre broyé, bah, résistent beaucoup mieux en fait à la fermentation. Et dans les conclusions que tu donnes, Lisa, ben, je pense que c'est plutôt voilà, des solutions de proximité, d'autoconstruction euh, et d'expérimentation aussi, bah, comme le fait By Home. Euh, donc, ça contribue à, voilà, développer des solutions de proximité. Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette étude. Nous estimions au début enfin, être en capacité de, avant tout, réaliser un travail qualitatif, ce par quoi nous avons commencé. Et puis finalement, grâce aux différentes données et enquêtes qui ont été faites, notamment dans le cadre d'Agrest, on a pu obtenir quand même un certain nombre de données quantitatives, ce qui nous a permis derrière alors, de ne pas vous donner des chiffres précis à la tonne près, mais quand même des ordres de grandeur sur les différents types de paille et les usages actuels. On avait jusqu'à présent qu'une donnée extrêmement large dans le cadre du schéma régional biomasse, et nous n'étions pas en mesure hein, de pouvoir vous aiguiller, professionnels du bâtiment, sur des données plus précises. Donc, c'est une étude qu'on pourrait qualifier d'exploratoire. Évidemment, nous n'avons pas pu mener une enquête à grande échelle auprès de l'ensemble des lavandiculteurs et lavandicultrices. Nous remercions ceux qui ont participé et qui ont accepté de faire des entretiens. J'ai pu voir que parmi les participants, il y avait notamment un lavandiculteur donc qui n'hésite pas à prendre la parole aussi, s'il souhaite pouvoir apporter son témoignage. On peut aussi tout à fait accueillir en direct des témoignages des participants. Et nous avons aussi donc la présence voilà de la Chambre d'agriculteurs, du ministère déconcentré de l'agriculture. Donc on est vraiment très heureux d'arriver à faire le lien entre ce monde agricole, hein, qui, comme Lisa l'a précisé, a pour objectif avant tout de produire de l'huile, la paille étant un coproduit qui trouve certaines valorisations, mais il faut aussi que nous, acteurs du bâtiment, on puisse éventuellement trouver des débouchés qui ne vont pas venir les pénaliser, qui ne vont pas leur demander un temps de travail supplémentaire qu'ils n'auront pas forcément la possibilité de faire. Donc, on a essayé de vous donner le maximum d'éléments pour s'insérer au mieux dans les schémas déjà existants. François, vous souhaitiez peut-être intervenir. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si Juste, vous souhaitez prendre la parole. non, juste pour dire, moi je travaille au niveau régional et mes collègues qui sont plus spécialisés évidemment en Vaucluse et en Chambre d'agriculture des Alpes et de Haute-Provence n'étaient malheureusement pas disponibles aujourd'hui, mais je pense qu'ils reprendront
Ils reverront avec intérêt l'exposé qui a été fait. La présentation est vraiment très bien, très complète, très, très intéressante, très pédagogique. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir rebondir sur ces éléments-là. Merci. Donc, François qui travaille à la Chambre régionale d'agriculture. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez participer directement. Pierre, tu n'avais rien repéré d'autre. J'essaie de dérouler, mais vu qu'il y a Non, beaucoup, peut-être que beaucoup ce qu'il faut dire, d'échanges. c'est qu'en fait, comme toutes les pailles, la question de comment ça se comporte au feu, elle se pose, hein. Et en fait, c'est géré au niveau de la solution de parement. En fait, la botte de paille, elle est encapsulée entre un enduit, deux enduits, ou un panneau, ou deux panneaux, ou un mix enduit-panneau, comme c'est fait sur la construction botte de paille. Et la question qui se pose globalement, c'est les combles perdus, qui, pour le coup, pourraient laisser à nu en fait de la paille. Donc, il y a déjà des chantiers, pas en paille de lavande, mais où, en comble perdu, il y a la botte de paille qui a été utilisée et il y a une forme d'enduitaire qui a été voilà, mise dessus pour le côté inifuge et ne pas laisser l'accès possible aux rongeurs aux bottes de paille. Alors, avec la paille de lavande, qui est une paille très rigide, les rongeurs n'aiment pas, non seulement à cause de l'odeur, les fleurs, même distillées, et puis la rigidité de la paille. Euh, Par contre, si on cherche à recouvrir une botte de paille avec un panneau semi-rigide, un panneau souple, que ce soit laine de verre, laine de roche, ce que vous voulez, il se peut que vous créiez une interface en fait entre l'isolant industriel et puis la botte de paille, ou donc un endroit chaud et sec où le rongeur peut trouver son intérêt pour nicher. Donc c'est plutôt une solution qui, selon moi, est à éviter parce que les combles perdus sont facilement accessibles généralement à des rongeurs. Alors, il y a une question sur l'impact de l'absence de règles professionnelles sur cette ressource de la paille de lavande. Est-ce que ça la contraint à un usage privé ou peut-être il y aura moins de difficultés par rapport à des bâtiments publics sur lesquels il y aurait un contrôleur technique? Il y a eu un exemple avec la salle communale d'Aubenas-les-Alpes, Oui. où là, il y a eu contrôleur technique et où des bottes de paille de lavande donc du sud de la Drôme, de mémoire, ont été mises en œuvre donc en mur. Et le bureau de contrôle a accepté. Et je me souviens plus, mais je pense que les murs étaient fermés avec des panneaux, tout simplement. Et à partir du moment où la botte de paille est protégée, il y a plus de. Pour le contrôleur technique, il y a la question voilà, à laquelle on coupe pas, c'est vraiment l'incendie. Et donc ça, c'est réglé au travers des panneaux de fermeture ou des enduits qu'on fera sur les bottes. Après, pour ce qui est de la mise en œuvre, oui, la paille de lavande n'est pas inclus dans les règles professionnelles. Par contre, on peut s'en inspirer et mettre en œuvre des bottes de paille de la même manière. Ce qu'on aura un peu plus de mal à faire avec des bottes de paille de lavande, c'est reformer des beaux parallélépipèdes. Parce que sur de la paille de blé, une botte moyenne densité de paille de blé, euh, bah, au niveau des angles, les ficelles arrondissent un peu la paille et donc on reforme un bel angle droit pour éviter les ponts thermiques. Avec une paille de lavande qui est plus rigide, c'est plus compliqué. Donc, il y a cet aspect-là voilà, qui peut être un peu embêtant avec la botte de paille de lavande. Mais en tout cas, sur la mise en œuvre, il n'y a rien qui va changer réellement. Il faut avoir des bottes de paille qui sont suffisamment denses. C'est ce qui peut être un peu compliqué avec la paille de lavande parce que justement, c'est une paille qui est plus rigide. Donc, à botteler, c'est plus compliqué. Mhm. Donc, c'est voilà, un point de vigilance qu'il faut avoir là-dessus. Si je peux faire le parallèle avec une autre ressource que Pierre connaît bien, la balle de riz, qui à l'heure actuelle ne rentre pas non plus dans des règles professionnelles, ne dispose pas d'avis technique, elle a déjà pu être mise en œuvre sur des ERP, notamment en caisson de toiture sur un collège et un réfectoire, et ça a été possible en répondant aux dispositions qui ont été demandées par le bureau de contrôle, notamment sur le fait d'avoir un écran coupe-feu en sous-face pour garantir la stabilité au feu pendant une certaine période. Je peux aussi vous recommander de lire un guide que nous avons réalisé sur les matériaux biosourcés et le regard du contrôleur technique,
où on évoque les différents cas de figure, soit on est dans le cas d'une technique courante, soit dans le cas d'une technique non courante, et les précautions à prendre pour s'assurer de le maximum de réussite dans ce deuxième cas de figure. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ceux qui auraient... Ah, je vois Olivier Olivier qui lève Morel. la main, je t'en prie. Olivier, ton micro est coupé. Alors, je te laisse réactiver ton micro. J'en profite pour vous dire donc, que le travail qui a été réalisé par Lisa sera disponible très prochainement, d'ici la semaine prochaine, dans l'Enviroboîte, notre centre de ressources en ligne, qui donc sera sous la forme d'un rapport qui sera beaucoup plus détaillé que ce que vous avez pu voir aujourd'hui. J'en profite aussi donc pour préciser que Lisa, qui est donc élève ingénieur en 5e année, va terminer son cursus d'étudiante et s'installe en région marseillaise. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à la contacter si jamais vous étiez intéressé par ce type de profil. Olivier, ton micro n'est pas réactivé. Alors, je vois une question dans le chat. Oui, alors Oui, attendez, Olivier, bon, ça y est, on t'entend. oui, voilà, euh, j'ai un petit problème de connexion parce que je suis à la fois sur le téléphone, mais bon. Oui, je t'en prie, on t'écoute, Ma on prend ta question, elle question. porte sur les bétons végétaux, sur les applications possibles. Euh, j'ai eu une discussion avec un entrepreneur qui fait du béton végétal. Il m'a dit que le problème qui se posait sur les bétons végétaux avec la paille de lavande, c'est que du fait de l'étuvage, la paille de lavande perdait des propriétés en résistance mécanique qui, pour les densités très faibles qui sont recherchées, ne permet pas de faire de la projection. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le processus qui passe par un étuvage, je n'ai pas suivi les questions techniques, je suis arrivé en retard, mais est-ce que c'est absolument obligatoire de passer par ce processus d'étuvage ou est-ce qu'il est possible de récupérer la partie paille sans aller vers cet étuvage? Alors, Lisa ou Pierre, vous voulez Lisa, répondre? vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai pas très bien compris quelle étape des étuvages, c'est ça? C'est la distillation, Euh, je pense, que Ah, c'est la tu... oui, distillation. Hmm. oui, voilà. Eh ben, alors oui, c'est possible. Là, on parle de, comme j'ai dit, il y avait sorte de deux pailles. Il y a la paille distillée, donc celle qui a été humide, et peut-être celle qu'il faudrait pas choisir si vous estimez que c'est celle-là qui gêne. Et l'autre, c'est la paille non distillée, mais qui va être plus difficile à trouver parce que c'est celle euh, pour produire des fleurs. En fait, pour produire les fleurs mondées, vous savez, en sachet, où en fait on distille pas la plante parce qu'on veut récupérer, on n'a pas besoin d'huile. On récupère d'un côté les fleurs que là on vend, enfin le lavandiculteur vend, et de l'autre ces pailles qui ne sont pas distillées en fait. Et donc souvent ceux qui bottellent les pailles, ce sont des pailles non distillées en fait. Donc, le premier chantier que je vous ai montré, qu'il a mis la paille en isolation toiture, ce sont des pailles non distillées, donc utilisables aussi pour d'autres techniques comme le béton allégé. Donc, il existe les deux, mais sachant que c'est quand même plus compliqué de trouver des pailles non distillées. Pierre, tu Voilà, veux Oui, rajouter un truc? c'est Bah, vraiment la, la- la Clément, question du gisement, et c'est ça qu'on voulait interroger dans le cadre de l'étude. Et voilà, on se retrouve avec un gisement principalement distillé et en verre broyé, donc avec des taux d'humidité qui sont un peu plus importants. Oui, Pierre? et puis bah, si on fait des bétons allégés, en fait, béton allégé, ça n'a pas de fonction porteuse, hein, c'est uniquement du remplissage isolant. Tout ce que ça peut avoir comme fonction, c'est donc pas de porteur, pas contreventant, et ce à quoi ça peut servir, c'est support d'enduit. Mais donc Oui, oui, les résistances mécaniques, on est sur des choses qui sont voilà, très faibles et complètement acceptables pour être support d'enduit. C'est des fibres oui, oui, longues, donc même si elles sont fragilisées par la distillation, ça pose pas de difficulté oui, mais en dans fait, ce contexte. la question, c'est pas qu'on recherche des propriétés de résistance mécanique en porteur, mais c'est au niveau de la mise en œuvre, on a besoin
que ce soit autoportant dans la première phase d'application. Bah, ça l'est, hein. Apparemment pas, si c'est passé par un étuvage, ça fonctionne pas. Les retours d'expérience à ce niveau-là sur le béton végétal, ça Bah, ne il faut donner fonctionne pas. quelles masses, enfin, faut être Mm. plus spécifique pour Mm. comprendre de quoi on parle, si c'est du verre Mm. broyé, quel âge il a, Voilà, les proportions. ça nécessite effectivement d'investiguer à chaque fois, parce que comme Lisa l'a présenté, et ça sera bien détaillé dans le rapport, on se retrouve avec des cas de figure qui sont à chaque fois quand même un peu spécifiques et qui entraînent des caractéristiques particulières de la paille hein, qu'on récupère à la fin. Donc il faut être vraiment précautionneux et bien connaître la manière dont la paille enfin quel processus elle a subi euh, pour euh, pour savoir Et, derrière les précautions à prendre. On a et moi, pu je rajouterais que, en fait, moi, je parle de branchage. La projection, ah c'est oui. un autre monde. Mm. La projection, ça fonctionne très bien avec de la chaîne vote, ça fonctionne pas avec la balle de riz. Euh, la projection de paille, en général, bah, ça se fait pas, à part vraiment dans des enduits fibrés avec des proportions de paille qui sont très faibles et des pailles qui sont plutôt souples comme la paille de riz. Mm. Euh, donc, je sais pas si ça répond à Hum, la question, mais Actuellement, les fibres qui sont utilisées, c'est essentiellement le chanvre. Et il y a aussi une possibilité sur le miscanthus. Pour pouvoir exploiter la paille de lavande, ça demande effectivement que ce soit des pailles qui n'ont pas été étudiées auparavant. Mm. Mm. Et par rapport au béton allégé, du coup, je vous ai présenté le CRIEPAM, donc là aussi c'est branché, c'est pas projeté, mais ils ont fait un rapport sur la construction que vous pouvez aller voir, enfin qui est en ligne et qui est pas mal sur comment ils ont fait en fait le chantier. Et je pense qu'ils parlent de ça, mais c'est pas tout à fait ça, parce que là c'est du banché et pas projeté. Donc, effectivement, les applications pour aller vers les densités enfin, les moins importantes peuvent se permettre d'avoir des bonnes propriétés d'isolation thermique. C'est plutôt sur la projection qu'on arrive à les avoir. Merci. En tout cas, on voit que on n'est pas au démarrage, hein, puisqu'il y a eu des expérimentations qui remontent maintenant à de nombreuses années, voire décennies. Il y a encore des essais, il y a encore voilà un peu de chemin à faire pour arriver à développer, généraliser l'usage sans rentrer évidemment en conflit avec les usages existants. Donc, on espère que ce travail va aussi vous permettre peut-être de l'intégrer dans vos projets et puis de poursuivre tout ce travail de retour d'expérience qui sera nécessaire pour avoir plus de paille de lavande dans nos projets. Je prends une toute dernière petite question et nous allons clore puisqu'il est midi. De Céline sur l'huile essentielle de lavande on a vu passer des articles hein, sur un effet potentiel sur la santé. Alors, dans les pailles, hein, je me permets un premier élément de réponse, Lisa. C'est vrai qu'il reste une petite quantité d'huile essentielle qui est quand même relativement faible. Hein, Lisa voilà, cité 2 à 3%. Donc, évidemment, il faut peut-être encore investiguer sur cet aspect-là. Comme on l'a dit, la recommandation principale, c'est que cette ressource soit mise en œuvre de manière confinée. Donc, normalement, il n'y a quand même pas de contact avec l'air intérieur. Mais comme je l'ai dit dans le fil du chat, c'est un point de vigilance particulier, puisque j'ai eu l'occasion de participer à un test d'étanchéité à l'air fait sur une maison ossature bois isolée en paille de lavande vrac. Et c'est vrai que cette odeur de lavande, à ce moment-là, était bien présente. Donc, bon, l'étanchéité n'était peut-être pas parfaite, mais c'est un point de vigilance, je pense qu'il faut avoir et qui nécessiterait des investigations supplémentaires pour s'assurer de son innocuité pour les occupants du bâtiment. ouais, j'ai envie de compléter, c'est-à-dire que cette odeur de paille de lavande, il y a une odeur très particulière, mais qui pour moi n'est pas forcément celle de l'huile essentielle. En tout cas, c'est une paille qu'on repère très rapidement à son odeur. Enfin, la paille distillée, on la repère très, très rapidement par son odeur. Et ce que je veux dire aussi, c'est, donc oui, c'est encapsulé. Et si on fait des bétons allégés, en fait, les fleurs ont beaucoup de tanins et on peut avoir des tanins qui dégorgent en surface
Donc la question de la présence des fleurs quand on fait des bétons allégés, c'est aussi une question d'esthétique côté intérieur, parce qu'on peut se retrouver avec des murs qui sont très sombres. Et si on veut refaire des enduits dessus, on va réhumidifier et il se peut que ces tanins redégorgent en surface des enduits. Donc on est plus sur des questions d'esthétique et liées aux tanins qui proviennent des fleurs. Donc si on fait des bétons allégés, peut-être qu'il faut qu'il y ait moins de fleurs, ou en tout cas être vigilant sur ces aspects-là. Et sinon, si la boîte de paille est fermée derrière un panneau qui a de l'étanchéité à l'air au maximum de ce qu'on peut, de toute façon, la principale question sera la ventilation et le CO2 pour ne pas s'empoisonner. Et avant de se quitter, je profite pour faire un tout petit peu de publicité pour ceux qui n'auraient pas vu dans le chat. Donc, nous avons Angélin qui est présent et que nous remercions, qui est donc lavandiculteur sur le plateau de Valençol et qui nous informe donc qu'il dispose de boîtes rondes de lavandin distillé de 300 kg. Comment pourrait-il les utiliser, les valoriser? Donc, appel à tous ceux qui seraient intéressés. On pourra mettre en relation avec les coordonnées pour ceux que ça intéresserait. Voilà, nous allons nous quitter. Merci à tous et à toutes pour vos questions, votre participation active. Tous ceux qui étaient inscrits seront destinataires du lien vers le replay et de l'étude dès qu'elle sera publiée. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous faire des propositions pour alimenter le travail du groupe Fibraterra. Grand merci à Lisa encore et à Pierre pour leur présentation et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.